Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire part d'un petit retour d'expérience. Comme on peut le voir sur la photo, il y a un compresseur semi-hermétique, donc avec un ventilateur dessus, donc on est sur du froid négatif. Sous ce compresseur, on a une bouteille liquide, donc horizontale. Et ici, là, on a le séparateur d'huile. Donc je dois intervenir sur ce compresseur pour changer l'électrovanne de retour d'huile qui est morte. C'est-à-dire que la bobine a fondu sur l'induit. Donc là, on peut voir une vanne. Une électrovanne sur le rotor d'huile qui est complètement pété, qui est fondu. C'est bizarre. Voilà. Il faut changer ça. Alors on peut voir sur cette photo donc l'électrovanne qui est en sortie de séparateur d'huile. Donc là après on a le voyant d'huile et donc le flexible va directement sur le carter du compresseur, donc au niveau de la BP. Donc juste à côté on peut voir le voyant de la ligne liquide, donc en sortie bouteille qui est horizontale. Donc on peut voir que l'électrovanne est débranchée. Donc pour changer l'électrovanne, il faut que j'ouvre le circuit et pour ça je vais donc ramener tout le fluide dans la bouteille liquide et fermer les vannes qui doivent être fermées pour pouvoir ouvrir le circuit. Alors avant toute chose, avant de manipuler les vannes, je branche mon mano. Donc là où je suis, j'ai une prise, donc je tire au vide mes manos, je les raccorde et pour les raccorder, je vais desserrer le pressé-toupe de la vanne de service. Donc j'utilise une clé plate de 11 sur cette vanne là. Donc une fois que mes manos sont branchés, je vais ramener tout le fluide frigorigène dans la bouteille liquide. Bouteille qui est ici particulière parce qu'elle est horizontale. En principe les bouteilles sont souvent verticales. Donc la même chose, je desserre le pressé-toupe d'un quart de tour et donc je ferme la vanne de service. Je la mets en cale avant. Alors comme le compresseur est à l'arrêt, donc je repère sur le schéma électrique le contacteur moteur du compresseur et avec un tournevis je le force pour faire descendre la pression jusqu'à 0 bar. Donc là j'ai ramené tout le fluide frigorigène à la bouteille. Donc là il faut faire attention, soit on a accès à la chambre froide et on met le poste froid en demande pour que l'électrovanne de la ligne liquide s'ouvre, car là j'ai ramené donc le fluide à la bouteille, j'étais à 1 bar. Comme si l'électrovanne était fermée pendant cette manipulation là, eh bien il reste toujours du fluide entre la vanne de départ liquide et l'électrovanne, donc la localisation peut être assez longue. Donc soit on peut mettre le poste froid en demande, c'est-à-dire en ouvrant la porte de la chambre froide pour que la température monte, soit on a accès à l'électrovanne et on y met un aimant dessus pour forcer son ouverture, ou si on est pressé, si on n'a pas le temps d'aller au-dessus des chambres froides, dans les faux plafonds, parce que souvent pour accéder au-dessus des chambres froides il faut aller chercher une échelle, ouvrir une autre arbre, bon ça peut être assez long et après une fois qu'on est donc au-dessus des chambres froides, eh bien il faut pouvoir trouver l'électrovanne et souvent c'est mal repéré donc ça prend énormément de temps. Eh bien il suffit donc de mettre la vanne d'aspiration, de la fermer complètement, c'est-à-dire de la mettre complètement en cale avant ou en siège avant, pour ceux qui préfèrent ce terme là. Au moins s'il y a un retour de fluide frigorigène, donc par le biais de la BP suite à une ouverture de l'électrovanne, car je rappelle, si l'électrovanne n'a pas été ouverte, il reste toujours du liquide entre la vanne de départ liquide et l'électrovanne, et bien au moins le fluide sera bloqué par la vanne d'aspiration qui sera fermée au niveau du compresseur. Ça il faut pas l'oublier. Et donc il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque vous allez fermer donc la vanne d'aspiration, c'est-à-dire lorsque vous allez la mettre en cale avant, donc vous allez boucher le tuyau là qui arrive de l'évaporateur, et bien lorsque à la fin de l'intervention je vais tirer au vide, et bien je vais tirer au vide que dans le carter du compresseur, donc que dans le compresseur et au niveau du flexible qui va jusqu'au séparateur d'huile. Si la vanne d'aspiration reste ouverte, et bien le tirage au vide va se faire aussi dans le carter du compresseur et dans le flexible du séparateur d'huile, mais il va aussi se faire sur la canalisation d'aspiration, donc qui va donc jusqu'à l'évaporateur. Et dans l'évaporateur, donc là au niveau du temps c'est plus le même. Donc c'est pour ça, pour gagner du temps sur le tirage au vide, vu qu'on intervient donc sur la partie vide du compresseur, il faut mettre en cale avant la vanne d'aspiration du compresseur. Donc après
au niveau du refoulement, la vanne je la laisse ouverte car j'ai le clapet HP, donc j'ai pu voir qu'il était étanche, donc j'y touche pas. Donc je laisse la vanne ouverte. Donc si j'avais eu un doute sur l'étanchéité du clapet refoulement, eh bien j'aurais mis en cale avant la vanne de refoulement du compresseur pour éviter que le fluide qu'il y a dans le condenseur passe par le clapet HP pour aller dans la BP, donc dans le carter du compresseur. Donc maintenant je vais au niveau du séparateur d'huile et je vais fermer la vanne du départ d'huile du séparateur d'huile. Donc c'est la vanne que l'on peut voir sur la photo. Donc voilà, toutes les vannes sont dans leur bonne position. Donc là je vais couper la commande du compresseur. Parce que sur cette machine, donc l'électrovanne normalement ouverte est alimentée donc par le biais de la commande du compresseur, c'est-à-dire que là comme le compresseur est à l'arrêt au niveau du raccordement de l'électrovanne, je suis alimenté en 230 volts. Donc comme je vais changer la prise, donc je coupe la commande de ce compresseur là. Donc j'en profite pour aussi couper le disjoncteur de puissance du compresseur. Et sur ce compresseur là, il y a aussi un disjoncteur pour la résistance de carter. Donc je coupe tout. Et donc là, je vais commencer à démonter l'électrovanne. Alors pour démonter l'électrovanne du côté du flexible, on voit que j'utilise une clé plate de 22 au niveau du flexible et une clé plate de 11 au niveau de l'électrovanne. Donc entre le flexible et l'électrovanne, il y a un joint intercalaire cuivre. Donc ça se démonte assez facilement de ce côté-là. Par contre, pour enlever l'électrovanne du voyant d'huile, là c'est beaucoup plus compliqué. Car au début j'utilisais donc deux clés plates et on peut voir que donc au niveau du voyant d'huile ça pose pas de problème d'utiliser une clé plate. Par contre au niveau de l'électrovanne, on peut le voir là au niveau de la flèche, on peut voir que la clé plate de 11 est beaucoup trop fine. Donc au niveau de son appui sur l'électrovanne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment forcer pour dévisser l'électrovanne et on voit que le laiton, donc c'est un métal qui est mou et on voit que même en utilisant la bonne clé plate, eh bien l'empreinte comme elle n'est pas assez large, il n'y a pas assez de prise, et bien la clé plate écrase le laiton. Là on le voit bien là, donc avec une clé plate de 11 c'est impossible à démonter. Donc après bon moi je suis très mal outillé là où je travaille, donc j'utilise une clé à molette. Donc une clé à molette c'est pas super. C'est pas super, donc je mets la clé à molette plutôt de ce côté-là. Bon, j'ai galéré pour enlever cette putain d'électrovanne. Donc à la limite, suivant le matos que vous avez, autant changer le voyant d'huile et l'électrovanne, ça va plus vite. Donc avec ma clé à molette, j'ai réussi à dévisser cette électrovanne péniblement. Donc c'est pareil, il y a un joint intercalaire cuivre entre l'électrovanne et le voyant d'huile. Donc c'est là où on voit vraiment l'importance d'avoir un outillage adapté au travail à effectuer, à toutes les situations. C'est un gain de temps qui est énorme et un confort dans le travail qui est aussi énorme. C'est vrai que quand vous avez des outils merdiques ou pas adaptés, vous galérez. Bon, à noter une petite note personnelle, frigoriste c'est un boulot galérien. En tout cas, lorsque vous êtes salarié dans une grosse boîte. Donc après, donc là on peut voir que l'électrovanne est enlevée. Donc là l'électrovanne, donc voici le cadavre. Donc après la question qu'on peut se poser c'est pourquoi la bobine a fondu, sachant que l'alimentation en 230 volts est correcte. Donc ça, je suis pas assez spécialiste pour savoir pourquoi l'électrovanne, en tout cas la bobine, a eu ce problème-là. Parce que souvent une électrovanne fond si on l'enlève de son induit et qu'on la met en marche, c'est-à-dire qu'elle gonfle, elle crame. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc à noter après, donc je remonte l'électrovanne. Alors au montage de la nouvelle électrovanne, il faut bien sûr faire très attention au sens de montage de l'électrovanne. Sur l'électrovanne, il y a une flèche. Donc il faut que la flèche soit orientée dans le sens du passage du fluide. Donc ici, le sens du passage du fluide, eh bien le fluide va du séparateur d'huile vers le carter du compresseur. D'ailleurs sur la photo, on peut la voir, la petite flèche. Donc on peut la voir, donc là c'est la neuve et je remets son petit collier. Donc là tout est remonté, j'ai bien serré. Donc là ce que je fais c'est que je tire au vide cette partie là de l'installation. Donc là après je fais les opérations donc à l'envers pour remettre le système en marche. Alors là, il faut faire attention, il y a quelque chose d'extrêmement important, moi je me suis déjà fait avoir une fois. Donc comme je l'ai dit, j'avais ramené le fluide dans la bouteille liquide, donc je l'avais mis en cale avant, donc j'avais bouché le tuyau là, qui sort de la vanne Rotaloc là, et qui va donc vers le fil déshydrateur. Donc lorsque je libère le fluide, donc je remets ma vanne en cale arrière, sauf que je peux pas la mettre en cale arrière complètement, parce qu'on peut voir qu'il y a un flexible qui est branché sur la prise de pression. Donc la prise de pression, c'est la prise qui est
qui se trouve la plus près du carré de service. Donc c'est là où il y a le bouchon noir. Alors quand je dis que c'est la prise de pression, en réalité c'est la prise de service hein, parce qu'elle est isolable, celle-là. On peut y brancher ses manos par exemple. Et on peut voir donc de l'autre côté, il y a une prise et cette prise est constamment sous pression. C'est-à-dire que cette prise-là ne peut pas être isolée. Et souvent sur cette prise-là, on va brancher les appareils de sécurité comme par exemple HP sécurité, car je rappelle que les sécurités, en principe, si c'est bien monté, ne doivent pas pouvoir être isolées, parce que justement, ce sont des sécurités, hein. C'est comme les soupapes de sécurité. Si vous l'isolez, eh bien la tuyauterie, il y a quelque chose qui va péter. Par exemple, s'il y a un problème avec le condenseur, les ventilos s'arrêtent, donc l'HP va monter, hein. Donc si le pressostat HP sécurité ne fonctionne pas, eh bien ça va libérer aux soupapes. Donc là, c'est une petite installation, donc je pense pas qu'il y ait des soupapes. Donc, si le HP sécurité ne fonctionne pas, le compresseur va compresser jusqu'à temps que les soupapes crashent. S'il y a des soupapes sur l'installation. S'il n'y a pas de soupapes sur l'installation, j'avais fait une vidéo là où j'avais un collègue qui avait mis en marche un compresseur sans pressostat de sécurité. Et ce qui s'est passé, c'est que il l'avait chanté, pressostat de sécurité HP, et il me semble qu'il avait mal réglé son HP régulation où il y avait un problème sur le ventilocondenseur. Et donc le compresseur avait éclaté le soufflet du pressostat HP. Et c'est la vidéo x132. On peut voir que le compresseur a été mis en marche. Le HP sécurité a été chanté au niveau électrique et donc le soufflet qui est à l'intérieur a complètement éclaté et donc toute la charge a été perdue. Donc dans ce cas-là, je m'en souviens plus, hein, mais si l'installation a bien été faite, le HP sécurité en principe il doit être pris sur les culasses du compresseur, car au moins sur les culasses il n'y a aucun risque d'isoler le flexible qui va au HP sécurité. Hein. D'ailleurs souvent sur le HP sécurité c'est juste un petit capteur non réglable sur ce type de machine. Donc sur cette vanne de service là il devrait y avoir le HP régulation, donc qui régule les ventilocondenseurs. Et donc si on met la vanne de service en cale arrière, eh bien le pressostat ne capte plus la pression. Et donc il y a deux possibilités. Donc lorsque cette prise de service est fermée, soit la pression est supérieure à la valeur de consigne du pressostat régulation et donc le ventilocondenseur marche en permanence, ou alors c'est l'inverse, la pression est inférieure à la valeur de consigne du pressostat de régulation et donc le ventilocondenseur ne marchera pas et ça sera le pressostat HP sécurité qui mettra en sécurité la machine. Par contre, si là ils ont mis le pressostat HP régulation et le pressostat sécurité ensemble, donc là c'est une faute de montage, et bien le compresseur va fonctionner, à moins qu'il fasse très froid, les calories ne vont pas être évacuées, il va se passer que, et bien s'il n'y a pas de soupape, l'élément le plus faible du circuit va éclater. Donc ça il faut s'en méfier comme de la peste, parce que bon, les installations aujourd'hui, les prix sont tirés vers le bas, donc les gens vont vite et souvent il y a des conneries. En plus, il n'y a pas de contrôle dans les mises en service, quoi, en tout cas très peu. Donc moi, je me suis déjà fait avoir, hein. C'est-à-dire que j'ai fait une intervention un vendredi soir. Donc la journée était longue, cumulée avec la fatigue. J'ai mis la vanne de service en cale arrière, donc j'avais isolé la prise de service où il y avait un flexible qui était raccordé dessus. Je ne l'avais pas vu sur le coup. De plus, c'était le soir, donc le poste n'était pas en demande de froid. Je suis parti et voilà. J'ai fait la boulette. Donc ça, vraiment, ces vannes-là, il faut s'en méfier comme de la peste lorsqu'il y a un flexible qui est raccordé dessus. En voulant aller trop vite, on a vite fait de fermer cette prise de service. Donc voilà pour cette petite parenthèse, vraiment c'est quelque chose d'extrêmement important hein, parce que quand la connerie est faite, elle est faite. Donc là je vais revenir sur l'électronique du séparateur d'huile. Et donc à un moment donné quand j'ai voulu fixer le collier, je me suis rendu compte d'une petite erreur, donc c'est au niveau esthétique surtout. Hein. J'ai l'électrovanne qui est de travers. Donc comme là vous pouvez le voir sur le séparateur d'huile, là on peut voir l'écrou du flexible. Et donc ici j'ai pas touché, hein, mais j'ai le flexible qui met l'électrovanne de traviole là, et donc c'est un flexible quand même qui est assez rigide. Et il aurait fallu, pour que je puisse mettre l'électrovanne bien droite, il aurait fallu que je divise à ce niveau-là, là au niveau du séparateur d'huile, pour tourner un petit peu le flexible et le resserrer. Donc là quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard, hein. J'avais remis les vannes en position de fonctionnement, et puis la remise en marche, c'est-à-dire remettre le disjoncteur du compresseur en marche, le disjoncteur de la commande et le disjoncteur de la résistance de carter. Alors souvent il n'y a pas de disjoncteur sur la résistance de carter, c'est pris directement sur la commande du compresseur. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience, hein. Donc le remplacement de l'électrovanne de rotor d'huile qui va donc du séparateur d'huile au carter BP du compresseur. Donc ce que je retiens sur cette intervention, c'est que j'ai vraiment galéré pour enlever le voyant d'huile de l'électrovanne, hein, parce que les outils que j'ai sont pas super. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous voulez laisser un commentaire, eh bien vous pouvez le laisser sous la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.